Chers amis, bonjour. Bienvenue pour une nouvelle émission sur openboxtv.fr. Une émission présentée par Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Toujours. Toujours. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la souveraineté numérique, qui est un problème à la fois essentiel pour nous et en même temps très complexe. Donc on a pensé que c'était intéressant de pouvoir dialoguer, réfléchir, échanger sur ce sujet avec notre expert, M. Pascal Saubion, qui est directeur client pour les marchés publics régaliens de Orange Business Services et qui est aussi le délégué d'une association qui est justement en charge de réfléchir à un certain nombre des problèmes que nous allons évoquer. Et on va donc passer la parole à notre ami Quentin Degrise. Ah bien, c'est à vous qu'en tant qu'étudiant de l'école de guerre économique de l'EGE, vous allez nous faire cette présentation qui est devenue maintenant traditionnelle dans toutes nos émissions, puisque nous la faisons toujours avec un de vos collègues, et aujourd'hui avec vous. Avec plaisir. Donc, la crise sanitaire que nous venons de vivre a mis en exergue les grandes dépendances de la France et de l'Europe à l'égard des outils et solutions numériques extra-européens. La nécessité d'acquérir une autonomie stratégique dans le cyberespace ne s'est jamais autant fait ressentir. Dans la plupart des domaines du numérique, la France et l'Europe accusent un retard conséquent et souffrent donc de dépendances significatives. Sur le marché européen du cloud d'infrastructure, les géants américains AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ou encore IBM Cloud détenaient en 2021 près de 70% des parts, au point que l'on estime aujourd'hui que 80% des données européennes sont stockées sur des clouds américains. Sur le marché français de moteurs de recherche, Google détenait en 2020 91% des parts. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, les principaux acteurs sont les mêmes géants de la tech, qui pour la plupart donc, sont américains et chinois, tels qu'Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel, Facebook ou encore Baidu et Tencent. Au-delà du seul critère de puissance économique pour lequel ces dépendances sont extrêmement préjudiciables, le secteur du numérique présente également des enjeux de propriété des données. Qu'il s'agisse de données stratégiques des entreprises ou de données personnelles du citoyen, le fait de ne pas avoir la maîtrise sur les infrastructures qui hébergent ces données est source d'extrême vulnérabilité. Pour exemple, le célèbre Cloud Act permet aux autorités américaines de se procurer toute donnée stockée sur des serveurs américains, qu'elles soient localisées sur le territoire national ou à l'étranger. Pour protéger les données de ses citoyens, l'Europe s'est donc dotée en 2018 du RGPD, Règlement général sur la protection des données. Ce règlement a servi de référence dans le monde entier et a eu pour effet une augmentation significative du nombre de plaintes relatives au traitement des données personnelles en Europe. Toutefois, l'association autrichienne Neub rapportait en juin 2021 qu'au titre du RGPD, seuls 0,07% des plaintes européennes introduites devant la CNIL irlandaise aboutissent, la CNIL irlandaise étant le régulateur de référence de tous les grands géants du numérique en Europe. Ainsi, le caractère transnational des géants du numérique et leur poids économique les font encore apparaître comme des acteurs intouchables qui s'imposent sur un nombre croissant de marchés face à une puissance publique qui peine à les réguler. Face à ces risques en matière de protection des données et face à la concurrence parfois déloyale des GAFAM, l'Europe continue de renforcer son arsenal juridique puisque le Parlement européen vient tout juste de définitivement approuver le Digital Services Act et le Digital Market Act, le premier visant à créer un espace numérique plus sûr dans lequel les droits fondamentaux de tous les utilisateurs de services numériques sont protégés, le second ayant pour but de lutter contre les abus de position dominante exercés par les GAFAM. Ainsi, en voyant la révolution numérique transformer en profondeur nos sociétés, en faisant émerger de nouveaux usages et de nouveaux rapports entre les citoyens, beaucoup se demandent si la France et l'Europe seront capables de défendre leur modèle d'innovation, leur modèle industriel, tout en faisant éclore des entreprises capables de concurrencer les GAFAM. Merci Quentin Degrise pour ce brillant exposé qui nous a ouvert et nous fait découvrir ce problème, ce qui va permettre de rebondir ensuite dans la discussion que je vais maintenant avoir avec notre ami Pascal Saubion. Alors, en écoutant ce qui était expliqué, je me suis quand même posé une question. Parce qu'au départ, je voulais vous parler directement de souveraineté numérique. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique? Et puis en écoutant, je me suis dit, mais dans le fond, est-ce qu'on n'est pas devenu une colonie numérique? C'est une excellente question et je pense que les initiatives qui sont prises actuellement, alors soit au niveau industriel ou soit au niveau des gouvernements, vise à essayer à échapper de à cet état de fait. Parce que je pense qu'on n'est effectivement pas très loin de la colonie numérique. Et s'il n'y a pas de réaction de la France et des pays de l'Union européenne, on arrivera dans cette situation. Alors,
colonie numérique qui en fait est un peu double parce que la crise a montré qu'on était très très dépendant de la part des Américains pour tout ce qui est, beaucoup pour ce qui est software, logiciel. On s'est par exemple aperçu que tous les outils qui permettaient de travailler, de communiquer, de collaborer à distance, pour la plupart d'entre eux étaient américains. Donc, pour ne pas citer Microsoft, Zoom ou autres, Cisco, Webex, voilà. Et puis on voit une autre dépendance qui est issue à la fois de la pandémie et de la situation en Ukraine, c'est notre grande dépendance à la Chine pour la fourniture des équipements, qui sont partie intégrante du numérique et dont la plupart sont aujourd'hui fabriqués en Asie. Et on voit bien aujourd'hui avec les tensions sur les approvisionnements, les complexités de transport et autres, qu'en matière de numérique, on commence à avoir des pénuries de certains équipements qui sont pour autant nécessaires au fonctionnement des réseaux, des infrastructures qui sous-tendent tous les services de communication que nous utilisons. Donc oui, on est dans une situation un peu inconfortable en Europe entre cette dépendance à des solutions américaines pour travailler efficacement et cette dépendance à des composants, des équipements d'infrastructures chinois de l'autre côté. Oui, donc une situation très inconfortable. Effectivement, quand on regarde cette situation, alors comment peut-on essayer de définir un peu ce que devrait être la souveraineté numérique ? La souveraineté numérique, si on prend une définition très simple et sur laquelle d'ailleurs je pense qu'on la retrouve à peu près partout, après c'est de rentrer dans le détail qui est important, la souveraineté numérique c'est finalement la capacité dans le domaine du numérique à choisir ses dépendances. Parce que je pense qu'il est illusoire aujourd'hui de vouloir construire une solution numérique qui serait souveraine sur la totalité de la chaîne de valeur. Ne serait-ce que parce qu'au départ des solutions numériques, il ne faut pas oublier qu'il y a des terres rares, des métaux rares, dont beaucoup ne sont pas produits en France ou en Europe. Ensuite, il y a des composants qui, là aussi, sont très majoritairement produits dans d'autres pays. Puis à partir de composants, on a des équipements. Et puis sur ces équipements, on installe des logiciels et on construit des services et on opère ces services. Donc la question, c'est choisir ses dépendances et choisir là où il est important qu'il y ait une maîtrise française/européenne de certains sujets pour qu'on soit capable finalement de maîtriser les technologies qu'on utilise aujourd'hui, la manière dont on les utilisera demain, et qu'on ait cette capacité à faire des choix et à ne pas être complètement dépendant de fournisseurs extra-européens, et donc d'arriver dans ce que vous évoquiez au début de notre entretien, c'est-à-dire la colonie numérique. Mais alors, justement, cette souveraineté numérique, vous venez de dire une chose qui semble fondamentale, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, donc il faut choisir les endroits où on accepte d'être dépendant et ceux où, dans le fond, on décide de ne pas l'être. C'est facile de faire ces choix, ou il y a des domaines dans lesquels on peut encore espérer faire ces choix, parce que face à la puissance des GAFAM et des autres, on peut se demander si on a encore des possibilités. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Et d'ailleurs, ce que l'on observe, par exemple, c'est qu'il y a des choix qui sont faits en matière de souveraineté, d'ailleurs, qu'on devrait ne pas qualifier de souveraineté, mais plutôt de solution de confiance qu'on voit émerger. C'est le fait de dire, les technologies américaines ont tellement d'avance, et là, en matière de cloud et en matière de communication et de collaboration, que peut-être que la bonne solution pour l'Europe n'est pas de les réinventer, mais de s'assurer qu'on puisse les utiliser dans un cadre de confiance et dans un cadre maîtrisé par des acteurs français et européens. Et là, il y a 2 projets qui existent aujourd'hui, qui sont portés par des acteurs français, parce que pour le moment, cette souveraineté au niveau européen, elle est très impulsée par la France. On l'a vu notamment au moment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ces 2 projets, c'est un qui est mené par Capgemini et Orange, qui s'appelle Bleu, et qui vise à pouvoir proposer des solutions Microsoft dans un environnement souverain et maîtrisé. Et puis l'autre est mené par Thales, qui vise à pouvoir proposer des solutions Google, là aussi dans un environnement maîtrisé et sécurisé. Donc une des initiatives qui est prise, c'est de dire, utilisons des technologies américaines, mais faisons-le dans un cadre souverain, et assurons-nous qu'en le faisant dans ce cadre, on échappe en particulier à cette menace qui est le Cloud Act et surtout le fait d'être soumis à des lois qui sont extra-communautaires, qui ne sont pas celles dans lesquelles on souhaite évoluer. Là, on peut donc, tout en utilisant du matériel américain, là c'est ce que vous dites dans les 2 cas que vous citiez, on peut arriver quand même à se préserver des espaces où là on est entre nous, je dirais.
peut se préserver des espaces. Alors après, la limite de cet exercice, hein, soyons très concrets, c'est que si un jour nos alliés américains décident pour une raison ou une autre de ne plus fournir à l'Europe leur technologie, et ils ont plein de lois aux États-Unis qui leur permettent de mettre ça en place assez rapidement, ben, nos solutions auront beau être maîtrisées et autres, si on n'a pas les mises à jour, les évolutions et autres, on perdra tout le bénéfice. Donc il reste effectivement un degré de dépendance qui est d'utiliser ces technologies. Alors, c'est pour ça qu'à côté, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion au niveau européen pour développer des solutions européennes, maîtrisées qui puissent concurrencer ou en tout cas apporter pour des endroits où on ne peut pas accepter cette dépendance, même si elle reste limitée, à des technologies extracommunautaires. Il faut être capable, dans le domaine de la communication et de la collaboration, et tous ces outils de communication au sein des entreprises, d'avoir des solutions européennes qui émergent. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui commencent à proposer des choses. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que la plupart de ces acteurs ont une taille de 50, 100, 150 personnes et que face à eux, ils ont des géants absolus comme Microsoft, Google ou autres. Mais il y a des gens qui prennent des initiatives et qui ont des solutions. De la même manière, dans le domaine du cloud, hein, dont Quentin de Grise a rappelé en introduction, c'était un sujet très important. Il y a quelques acteurs européens qui ont la capacité à faire des choses. Il y a OVH, qu'on cite le plus régulièrement, mais il y en a d'autres. Il y a des acteurs plus importants comme Orange qui ont aussi des solutions, comme Thales, etc. Donc on voit qu'il y a aussi des solutions qui émergent dans ce domaine-là. Mais là aussi, la difficulté, c'est que même qu'elles soient portées par des entreprises de taille intermédiaire comme OVH ou par des grands groupes, la puissance d'investissement que l'on a aujourd'hui est très en retrait par rapport à celle des acteurs évoqués par Quentin, qu'ils soient américains ou chinois d'ailleurs. Alors vous évoquiez justement, alors là vous citiez des cas d'entreprises françaises mais internationales, bon, et qui peuvent monter des solutions. Alors vous avez une souveraineté numérique au niveau français, vous avez une souveraineté numérique au niveau européen, et vous l'avez cité aussi. Est-ce qu'au niveau européen, est-ce qu'il y a réellement une collaboration au niveau européen entre les entreprises? Parce que ce que je constate dans d'autres domaines que dans le numérique, en particulier nos amis allemands, dans la défense, le moins qu'on puisse dire, c'est que la collaboration, c'est un fake, hein, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que c'est faux, ça ne marche pas. Alors, donc est-ce que dans votre domaine, dans ce domaine très particulier, là oui, il y a l'espoir de faire des choses ensemble? Alors, il faut y croire, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, parce que ce que l'on voit, et là aussi ça a été rappelé dans l'introduction, c'est que ce que l'Europe a fait, depuis assez longtemps, et qu'elle a continué à faire là récemment avec le DMA et le DSA, c'est qu'elle a défini des règles du jeu pour dire à tous les acteurs, si vous souhaitez opérer sur le territoire européen, voici les règles auxquelles il faut vous conformer. C'est bien, mais ça ne contribue pas à faire émerger des champions européens. C'est pas ça qui contribuera à faire émerger des champions européens. Ensuite, quand on parle de souveraineté numérique, ce qu'il faut accepter de constater, c'est que pendant très longtemps, je dirais jusqu'au début de la pandémie, c'était considéré à Bruxelles comme une lubie française, ces enjeux de souveraineté. Bon, maintenant, il y a d'autres pays qui commencent à se préoccuper de ces sujets, mais je pense que l'Europe est encore très divisée sur les sujets, parce qu'en Europe, il y a déjà une partie des pays pour lesquels la dépendance à des technologies américaines, finalement, ne leur pose pas de problème, pour plein de raisons historiques et autres. Il y a des pays pour lesquels la dépendance à des technologies chinoises est malheureusement un mal nécessaire pour des raisons économiques, parce que aller vers des solutions plus compétitives et moins chères, il faut être très concret. Donc finalement, voilà, on se retrouve un petit peu comme souvent en Europe, avec le fait de dire que si quelque chose se passe en matière de souveraineté numérique au niveau européen, ça veut dire qu'il y aura un axe franco-allemand qui arrivera à s'organiser, avancer sur le sujet. Ça reste timide pour le moment. Et il y a un projet, je crois que c'est Gaia ou quelque chose comme ça. Il y a un projet qui a été lancé, effectivement, qui est intéressant, Gaia X, qui au départ est une initiative franco-allemande et qui a été rejointe depuis par beaucoup d'autres acteurs. Donc Gaia X est assez critiqué parce que Gaia X est une association qui est faite avec à la fois des fournisseurs de solutions et des clients de ces solutions. Et aujourd'hui, en fait, dans Gaia X, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas européens.
C'est déjà. Oui, donc, dans le bord de la. Donc la souveraineté, elle commence à en prendre un coup. Pour être au bord et au contrôle de l'association, il faut être européen, mais en revanche, pas forcément comme membre. Ceci étant, il y a des choses intéressantes dans ce que fait Gaia X. Il y a deux choses qui se font, c'est autour du cloud. Il y a deux choses. La première, c'est d'essayer de définir des labels en fait de niveau de confiance en termes de cloud, et de dire clairement ensuite aux gens qui souhaiteront utiliser cette classification Gaia X, voilà, telle solution, elle est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, avec donc il y a des niveaux de sûreté, à chaque niveau des niveaux de souveraineté, de confiance qu'on peut avoir dans la solution plus importants. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'essaye de faire Gaia X, c'est de créer un écosystème européen pour ce qu'on appelle en bon français des data spaces, des espaces de données sectoriels, et qu'on arrive à créer une masse finalement de données qui permettent à partir de ces données de créer de la valeur, de créer des applications, de créer des nouveaux usages. Et ça, Gaia X essaie d'impulser cette réflexion sur des axes des data spaces sectoriels. Il y a des choses dans l'agriculture, il y a des choses dans la santé, dans l'éducation, dans le transport, qui sont impulsées au niveau européen. Donc c'est des initiatives intéressantes. Est-ce qu'elles vont aboutir ? On n'est pas capable de le dire aujourd'hui, mais par exemple chez Orange, nous on y croit, on a été membre fondateur de Gaia X, on est présent au bord de l'association et on s'investit dans les groupes de travail et autres parce qu'on pense que ça peut permettre de faire émerger une vision européenne d'un certain nombre de choses, et notamment des niveaux de souveraineté des clouds et des espaces de données maîtrisés par les Européens. Beaucoup de gens pensent que le cloud c'est juste un lieu de stockage, mais c'est pas ça un cloud. Ça va beaucoup plus loin. Un cloud, il y a tout le traitement des données. C'est la clé. La clé, c'est voir comment on traite tout. La clé, c'est qu'effectivement, dans ces data spaces, dans ces entrepôts de données, c'est d'être ensuite capable de tirer, avec toutes ces données, tout ce matériel, de tirer d'en tirer des nouvelles applications, des nouveaux usages, de construire des nouvelles solutions et de s'appuyer sur ces données pour arriver à simplifier des choses, transformer des choses, offrir des nouveaux services au grand public, etc., etc. Donc l'enjeu n'est pas tellement de stocker des données, l'enjeu c'est de savoir comment on va pouvoir exploiter ces données et en tirer parti. Donc ça veut dire que ces données, elles ont une grande valeur pour tous les acteurs et pour les citoyens européens que nous sommes. Et effectivement, je pense qu'on a tous le souci d'éviter que ces données elles soient confiées à des acteurs américains, avec derrière toujours cette menace qui plane en filigrane qu'au travers du Cloud Act et d'une décision de justice américaine, les Américains puissent demander à vouloir saisir ces données, qui sont des données qui pourraient être stratégiques pour nous, Européens. Donc, alors justement, on parlait justement de ces données que les Américains pourraient saisir avec le Cloud Act. On a fait la RGPD, et que vous le disiez, ou c'est notre ami de Gris qui le disait, qui expliquait que ça avait bien fonctionné, que beaucoup de pays faisaient maintenant aussi leur RGPD. Mais moi, si j'ai bien compris, l'Internet n'a pas de frontières. Donc la RGPD ne s'applique que dans les pays pour lesquels elle a été décidée. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Ce qui est assez paradoxal, c'est que dans les pays qui ont fait des interprétations de la RGPD qui sont appuyées sur ce qu'a fait la France, il y a la Chine, il y a alors il n'y a pas tous les États-Unis, mais il y a la Californie qui s'est beaucoup inspirée de notre RGPD. Qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe les lois qui sont en vigueur dans le pays. Ça veut dire que, de toute manière, nous, parce que nous avons imaginé la RGPD et que beaucoup de pays européens, pratiquement, c'est une directive européenne. Maintenant, c'est devenu européen, oui, donc européen. Ça y est. Progressivement, tout le monde en a été convaincu, ce que je t'ai rappelé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a intérêt à regarder des clouds, qui sont européens. C'est pour ça que quand on parle de souveraineté numérique, c'est vrai qu'on fait souvent un raccourci avec le cloud. C'est pas le seul sujet, mais c'est un sujet important parce qu'effectivement, ce sujet de la maîtrise des données et de la maîtrise de leur propriété est un sujet excessivement important. C'est un sujet stratégique finalement de posséder les données, et c'est pour ça que d'avoir des alternatives européennes aux GAFAM ou aux acteurs chinois, qui pour l'instant sont un peu timides mais qui pourraient arriver en force, c'est un sujet très important. C'est un sujet très très important. Si je vais au bout du raisonnement, l'une des difficultés avec l'Europe aujourd'hui, c'est ce que jusqu'à maintenant, sans des petits infléchissements, l'Europe n'a jamais eu de politique industrielle. L'Europe, c'est avant tout un marché commun et un marché qui est très ouvert, et c'est finalement le maître mot de la construction européenne, c'est le marché et la concurrence, et l'ouverture à la concurrence.
Là, on s'aperçoit que si on veut exister sur ces domaines, comme dans d'autres, mais sur le domaine du numérique, il faut probablement avoir une véritable politique industrielle en Europe. Il faut peut-être choisir des champions européens, se mettre d'accord et investir dans ces champions pour leur permettre d'acquérir une taille critique qui leur permette de se positionner, si ce n'est d'égal à égal, de moins d'une manière comparable aux acteurs américains et chinois existants. Il faut aussi probablement, pour leur permettre de se développer, mettre en place des règles qui leur favorisent l'accès à des marchés européens. Les Américains ne s'en privent pas, je ne parle même pas des Chinois, mais les Américains ne s'en privent pas de préserver certain nombre de leurs marchés au bénéfice des entreprises américaines. Donc il faut finalement que l'Europe change complètement de posture et passe d'une Europe de marché, de concurrence, à une Europe qui fait une véritable politique industrielle. En définitive, par exemple, c'est ça. Les Américains, en fait, ont une grande spécialité, c'est que, je ne vais pas faire des amis en disant ça, une grande spécialité, c'est qu'ils définissent des lois qui s'appliquent partout dans le monde. Oui, c'est ça. Et ils ne les appliquent pas nécessairement à eux-mêmes sur leur territoire. Tout à fait. Donc, on est bien d'accord. Mais là, je crois que vous n'êtes pas le seul à le penser. Voilà. Donc il faut véritablement, si on veut aller plus loin en Europe, il faut qu'il y ait une véritable politique industrielle qui se mette en place. Et on ne le fera pas au niveau français tout seul, parce que si on construit une souveraineté numérique française, les marchés ne seront pas suffisants pour nos entreprises. Oui, donc on a bien... C'est ça. En définitive, on pourrait parler de souveraineté numérique française, hein, mais on s'aperçoit qu'il y a très vite, il y a des limites, parce que la taille n'est pas suffisante pour justifier les investissements, les développements et les produits. Donc il faut l'Europe. Il faut l'Europe, et en tout cas il faut que les solutions qui sont construites pour répondre à des enjeux de souveraineté française puissent s'exporter pour que les entreprises aient des marchés suffisants pour continuer à se développer, continuer à investir, continuer à innover, et que les produits qu'ils ont imaginés et qui répondent à ces enjeux de souveraineté continuent à être compétitifs et continuent à apporter le niveau de fonctionnalité qui est attendu. Je discute beaucoup avec des acteurs français dans le domaine du numérique, notamment des petites entreprises, et il y a quelque chose qu'ils disent à peu près tous et qui est très important à retenir. Ils disent « Ne nous choisissez pas parce qu'on est français, choisissez-nous parce qu'on est performant. Et ça, c'est le premier message qui passe souvent. Et le deuxième message, c'est faites l'effort de nous tester. Ne restez pas dans des choses un peu convenues. Il y a quelques années, quand on était à l'époque de l'informatique un peu historique, pour un directeur des systèmes d'information d'entreprise, travailler avec IBM, c'était la voie de facilité. Ouais. Aujourd'hui, je dirais que pour un directeur du système d'information, déployer toute la suite logicielle Microsoft, c'est une forme de solution de facilité pour la communication au sein de l'entreprise. Donc la question, c'est effectivement les solutions françaises, donnons-leur leur chance, évaluons-les. Et puis, aidons-les du point de vue politique et industriel pour leur permettre de se développer, d'avoir des tailles de marché, un prisme européen qui leur permettent d'exister, de continuer à innover, de continuer à proposer des choses qui constituent une alternative aux solutions américaines ou chinoises. Alors justement, est-ce que... revenons alors aux petites entreprises, parce que c'est vraiment intéressant. Moi, je me souviens du président de la République dans la Startup Nation. Alors bon, oublions les grandes phrases comme ça, mais... Les start-up françaises, est-ce que vous disiez, le problème c'est est-ce qu'elles ont... est-ce que réellement on leur donne leur chance? Parce que moi je me souviens par exemple en ce qui concerne, je cite mes sources, on a de la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Bon, la DGA avait pris une très mauvaise habitude il y a quelques années, c'était de dire, pour éviter d'avoir à traiter 50 factures, je demande aux gros opérateurs de faire travailler les petits. Résultat, le gros, il disait aux petits, je prends ton produit que je vais vendre pour ton compte et la marge, elle est pour moi. Donc le petit, il travaillait, il était ruiné, il disparaissait. Ça a été catastrophique au niveau de la défense, il y a eu des conséquences graves au niveau de la défense française au moment où, du côté, par exemple, des Américains, on favorisait les petites entreprises par tous les moyens. Alors, vous qui êtes au cœur de tout ça, alors là je ne vous demande pas des secrets d'entreprise, bien entendu, mais au niveau de vous qui êtes au cœur de tout ça, comment ça se passe? Les petits, ils ont vraiment leur chance en France? Vous êtes vraiment sûr que les petits ont leur chance par rapport aux gros? Quand on voit les entreprises, les GAFAM ou les entreprises américaines, qui ont des moyens considérables, dans tous les domaines, hein, et je ne rentrerai pas dans ce qu'on évoquait dans d'autres émissions sur les arrangements de conscience, mais enfin, ils ont des moyens de pression terribles. Et pour donner un exemple, je me souviens quand il y a eu la RGPD, au niveau européen, pas au niveau français, mais au niveau européen, ceux qui ont écrit la RGPD à Bruxelles, c'est les lobbyistes américains.
parce qu'ils sont plus nombreux que les autres, ils ont pris le dossier, ils ont fait le boulot. Et c'est vrai que la RGPD européenne, il y a quelques petites clauses qui permettent des arrangements pour nos amis d'outre-Atlantique. Donc, ce n'est pas du tout une critique, parce que je dis, ben, ils sont bons, ils sont efficaces, ils sont forts. Donc, est-ce que nous, on a la capacité, justement, de développer les petits? Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'État, donc à partir de la pandémie, et notamment au travers du plan de relance et de tous les financements qui ont été mobilisés, pour accompagner des entreprises qui proposent des technologies françaises et les mettre en avant. Et pousser les grands groupes du numérique comme Orange et comme d'autres à travailler avec ces entreprises. Moi, je vais citer un exemple que j'aime beaucoup d'une entreprise française que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle Crosscall. Crosscall, en fait, c'est un fabricant de terminaux mobiles. Alors, c'est des terminaux, des smartphones et des tablettes plutôt durcis, plutôt pour des usages très opérationnels. Et en fait, Crosscall, donc aujourd'hui, au travers d'un marché qui a été réalisé avec Orange, équipe l'ensemble des forces de police et de gendarmerie en France. Ah oui, 240 000 utilisateurs. Donc c'est un remarquable marché. Bien, oui. Crosscall, c'est une société qui est basée à Aix-en-Provence. Donc c'est design in France. Alors c'est encore fabriqué en Chine, ne nous le cachons pas. Mais Crosscall est en train d'investir pour construire une usine à Aix-en-Provence, qui va d'abord être une usine qui va leur permettre de faire du recyclage et de remettre des terminaux sur le marché en seconde main, mais demain aussi de commencer à fabriquer en France. Donc il y a l'espoir. Il y a l'espoir et de fabriquer avec un maximum de partenaires français et européens, parce qu'ils vont travailler avec ST Microelectronics, ils vont travailler avec des gens qui font du plastique dans la Plastic Valley à Iona, ils vont travailler avec des gens qui font du verre, et ça il y en a aussi en France. Donc voilà, donc il y a une vision en disant, sur le monde des terminaux mobiles, tout n'est pas perdu, on sera capable peut-être d'en fabriquer demain en France. Donc là on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur les aspects de la souveraineté numérique dans lesquels on peut faire quelque chose. Dans lesquels on peut faire quelque chose. Il y a un foisonnement de sociétés qui travaillent dans des solutions de communication, de collaboration, dans des outils de gestion de la relation client, etc., qui sont français et autres, ou dans le domaine de la cybersécurité. On a beaucoup d'entreprises qui proposent des alternatives aux grandes solutions américaines ou israéliennes. Encore faut-il les aider à émerger. Et là, je le redis, hein, le plan de relance a beaucoup aidé, parce qu'il a vraiment demandé à ce que les investissements fléchés dans le plan de relance soient faits au bénéfice de ces sociétés, et ça a permis à certaines de commencer à émerger. Alors on n'a pas encore de licorne dans ces sujets-là, mais voilà. Mais ça bouge. La dynamique est bonne. Moi, les choses qui m'inquiètent, c'est deux choses. La première, c'est ce financement qui a aidé à accélérer des choses. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à le soutenir pendant un certain temps? La deuxième également que l'on voit sur ces entreprises, c'est que en France et même en Europe, on sait financer le développement de ces entreprises sur des premiers tours de table. Sur des deuxième tours de table beaucoup plus conséquents, c'est plus compliqué. Et il y a un vrai risque que des pépites françaises, finalement, se voient à terme possédées par des fonds de pension ou des investisseurs qui sont plus européens. Bien sûr. Donc là aussi, besoin au niveau français et européen d'une vraie politique industrielle. Alors ça existe en France et ça peut exister au niveau européen, avec la capacité pour certaines entreprises à les protéger et à s'assurer qu'elles restent sous une gouvernance française ou européenne. Est-ce qu'avec l'arrivée de Thierry Breton comme commissaire, qui lui vient d'Atos, donc lui connaît très bien tous ces problèmes-là, est-ce qu'au niveau européen, est-ce qu'on sent quand même une dynamique positive, ou est-ce que c'est simplement des décisions pour essayer de mieux coordonner sans plus? On sent une prise de conscience sur ces sujets de nécessité d'avoir une politique industrielle. On le voit même émerger dans un domaine qui a toujours été un serpent de mer, que vous connaissez très bien, un serpent de mer au niveau européen, c'est celui de la défense. On voit qu'il y a des choses qui commencent à émerger. Donc la prise de conscience est là. Après, voilà, et on va attendre de voir dans les actes comment les choses vont se traduire. Mais la prise de conscience est là. Il y a des financements très importants dans le numérique au niveau européen.
Donc voilà, donc il y a des signaux qui sont favorables. Je le répète, l'une des inquiétudes, c'est que tous ces financements qui ont été identifiés, fléchés, ne soient revus à la baisse à l'aune de la crise économique dans laquelle on est en train d'entrer et qu'on va traverser. Donc ça peut être un écueil. Ça peut être un écueil pour les financements, que ce soit d'ailleurs des prises de participation dans les entreprises ou des financements au travers de projets de recherche et développement et autres financés par l'Union européenne, qui met quand même des gros montants sur la table dans ces domaines-là en règle générale. Oui, mais comme vous le disiez, d'un côté, il y a on a l'État français aussi, avec la BPI, essaie de faire des financements, l'Europe essaie de faire des financements, mais au niveau des fonds privés, qui sont quand même la clé pour développer de manière importante ce type d'entreprise, malheureusement, la plupart des fonds, on les voit, sont d'origine américaine. Hein, ça n'arrange pas les choses. Hein. Donc on a ce besoin, donc en Europe, on a ce besoin d'une politique industrielle, on a besoin des financements et des investisseurs associés. Donc on a besoin de vraiment construire un écosystème industriel du numérique. On a des atouts, parce que historiquement, le numérique, c'est quand même une compétence qui est très européenne. Il y a beaucoup de choses qui sont nées en Europe. On a des atouts. On a notamment un atout, c'est qu'on a encore en Europe de grandes compétences en matière de numérique. Au niveau de nos formations, et là je dis bien à l'échelon européen, au niveau de nos formations, etc., on a encore de grandes compétences. Donc on a des atouts. Je pense qu'il y a un rôle à jouer au niveau de Bruxelles qui est d'organiser tout cela et de le mettre dans le bon sens pour permettre d'atteindre cet objectif d'exister entre le modèle américain et le modèle chinois. Et je reviens au début de notre conversation, et de ne pas être une colonie numérique. Alors justement, on vient de parler de la situation actuelle, de l'évolution probable, avec les deux grands acteurs et nous au milieu qui essayent d'exister. Est-ce qu'il y a une chance, enfin on parle beaucoup de ça d'un côté, on va y venir, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'après le cloud, après les moteurs de recherche classiques, après tout ce qu'on voit aujourd'hui, en cybersécurité, les systèmes actuels et autres, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des ruptures complètes, c'est-à-dire qu'on sorte complètement de ça pour faire autre chose? Alors bien sûr, il y a en particulier, tout le monde parle du quantique. Hein, est-ce qu'on peut imaginer justement une évolution qui fait qu'on pourrait retrouver une vraie capacité par rapport aux autres en prenant de l'avance? Pour vous donner un exemple, moi j'ai lu, hein, je ne garantis rien, c'est des lectures et je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais quand je vois par exemple le quantique, on me dit que les Chinois ont investissent 40 milliards, les Américains 13 ou 14 milliards, et nous on est à 1,5 milliard. Donc je me dis, on n'est pas prêt de remplacer l'un ou l'autre. Mais je ne sais pas, donc si vous voulez, je suis pas là devant un expert, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Comment vous voyez tout ça? On a une chance là encore, de revenir à une souveraineté numérique dans certains domaines, avec les ruptures qui s'annoncent ou qui peuvent arriver, à votre avis? Je ne demande pas d'être le soleil. Sur le quantique, je pense que je ne me prononcerai pas parce que on entend énormément de choses sur l'avancement des projets, sur la réalité des projets. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il y a réellement des choses concrètes qui existent. Alors en plus, c'est compliqué de savoir ce qui se passe exactement en Chine sur le sujet. Donc voilà. Alors après, on a potentiellement un champion français / européen du quantique qui est Atos. Oui. Voilà, donc il faut le regarder avec attention et s'il arrive à émerger, effectivement le protéger et l'aider à grandir et à se développer. Donc oui, c'est peut-être une thématique sur laquelle il n'est pas complètement trop tard, mais vous avez raison de le souligner. De nouveau, les montants d'investissement qui sont faits sont sans commune mesure entre ce que l'Europe fait aujourd'hui et ce que font les deux blocs chinois et américains. Ça, c'est clair. Et souvent, malheureusement, pas toujours, mais dans ces projets de R&D et d'investissement dans des nouvelles technologies, les moyens financiers mis en place contribuent largement à arriver les premiers sur les nouvelles solutions. Je me souviens, il y a très longtemps, à l'époque de Lisbonne, du traité de Lisbonne, les Européens avaient dit, ça y est, on va investir dans le numérique. C'était au début, je ne sais plus, en 2000 ou en 90, 2000, 2000, enfin 2002, je crois. Et ils avaient dit, on va investir, alors on garantit qu'on investira 1% alors qu'on découvrait que les Américains et les autres étaient à 4-5%. Donc évidemment, quand vous commencez comme ça, c'est assez mal parti quand même.
Voilà, donc oui, puis je pense qu'à un moment, on a eu des initiatives au début de l'informatique, si on remonte très loin. Il y a eu le plan calcul en France, il y a eu beaucoup. On était un peu à la pointe. Hein. Il y avait dans les premiers ordinateurs portables qui sont sortis, il y avait du Bull. Il y avait du Bull, il y avait du Tulip aux Pays-Bas, il y avait de l'Olivetti en Italie. Donc les Français étaient bons, les Européens. L'Europe était très présente. Elle a complètement disparu de ce marché. Aujourd'hui, il n'y a plus un PC européen, à ma connaissance, ou alors de manière très marginale. L'Europe était le champion des télécoms. Il ne faut pas oublier que les réseaux mobiles tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils sont nés en Europe. Ils sont nés d'accords entre des industriels européens pour concevoir ces normes 2G, puis 3G, etc. Donc tous les réseaux mobiles qu'on connaît aujourd'hui sont nés en Europe. Aujourd'hui, force est de constater, alors l'Europe résiste. On a encore 2 grands acteurs dans le domaine qui sont Nokia et Ericsson, qui sont tous les 2 européens, et qui sont certainement un peu fragiles, mais le leader, c'est Huawei. Regardez, sur la 5G, ça a été fascinant sur la 5G. Quand Huawei est arrivé en Europe, si mes informations sont bonnes, quand Huawei est arrivé en Europe, Cisco les Américains étaient très en retard, parce qu'ils n'avaient pas joué là-dessus, ils n'avaient pas investi là-dessus. Celui qui était au milieu, c'était Nokia. D'après ce qu'on m'a dit. Bon, or, qu'est-ce qui s'est passé? On a rejeté Huawei, on a dit on va prendre les Américains, qui étaient pourtant très en retard, donc ils n'étaient pas au point, donc il y avait un trou dans la raquette, et on n'a absolument pas regardé le challenger européen Nokia. Alors je ne veux pas faire la publicité de Nokia, mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui est illogique. Alors peut-être que je me trompe, c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir une opinion d'expert. Dans les réseaux 5G aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'Orange, c'est le plus simple, c'est celui que je connais le mieux. L'infrastructure, elle est complètement construite avec Nokia et Ericsson. Une grande partie des pays européens travaillent avec Nokia ou Ericsson. Ah, c'est réconfortant ce que vous me dites. Je crois, sans trop dire de bêtises. Après, je pense que certains qui ont des moyens plus limités, Huawei c'est une solution intéressante parce que niveau fonctionnel c'est sensiblement équivalent et c'est beaucoup moins cher. Voilà. Mais il y a quand même eu un sentiment que ces infrastructures de communication 5G, elles étaient très importantes pour notre souveraineté. Oui. De maîtriser les technologies qu'on utilise. Et du coup, on a joué l'Europe, en tout cas, voilà. Donc, on a joué l'Europe et on a joué nos 2 acteurs européens que sont Nokia et Ericsson. Mais je reviens juste à ce qu'on disait au départ. Quand on voit, par exemple, sur les microprocesseurs, le président Trump a interdit l'exportation des microprocesseurs à la Chine en disant comme ça, on va les casser. Je lisais il y a quelques semaines que Huawei, qui surinvestit en recherche par rapport à tous ses concurrents au niveau mondial, a sorti des processeurs de je ne sais plus quelle génération. Enfin, on était tout proche du maximum, d'après ce qu'on disait. Oui, puis, donc ça veut dire que les Chinois, ils sont capables d'aller très vite parce qu'ils surinvestissent en recherche, en investissement et autres. Donc nous... Oui, les Chinois, quand on regarde une entreprise comme Huawei, ils ont 60 000 personnes en R&D. Oui, ça fait rêver. C'est assez impressionnant. Ils ont maintenant un niveau de compétence qui est absolument équivalent à celui qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis. Et donc, ils ont la capacité, si on les prive finalement de certaines technologies, en prenant un peu de temps, de les redévelopper eux-mêmes. C'est ce qu'ils sont en train de faire, puisque les États-Unis leur ont interdit d'utiliser Android sur les téléphones mobiles Huawei. Donc, pour le moment, en Europe, Huawei a disparu du marché de la téléphonie mobile. Oui. Mais ils vont revenir, et ils vont revenir avec leur propre système d'exploitation qu'ils sont en train de développer. Donc avec cette force de frappe qu'ils ont, effectivement, ils ont les moyens finalement de résister aux Américains. Voilà, nous, on a plus de difficultés. Je pense que si demain, les Américains ne nous fournissent plus Android, ne nous fournissent plus les solutions Microsoft et autres, ça deviendra compliqué pour nous. Mais s'il y a les deux, on peut jouer l'un et l'autre. C'est une forme d'indépendance, en définitive, de pouvoir choisir. Ça peut être une autonomie. Je crois quand même que la bonne solution, ça reste d'être capable de développer nos solutions européennes. Peut-être qu'elles ne répondront pas à 100% des besoins, mais il y a des besoins qui sont suffisamment critiques pour nos États, pour nos entreprises et autres, pour dire que pour ces besoins-là, il faut s'appuyer sur des solutions européennes. Et là, je pense notamment au cloud, je pense aux solutions de communication, de collaboration, de stockage de données, de traitement de données. Sur le traitement des données qu'on a peu évoqué, il y a un vrai sujet aussi européen versus d'autres pays. C'est qu'est-ce qu'on s'autorise à faire en matière d'intelligence artificielle, quelles règles on se donne, et là je parle d'éthique, je parle même plus de technologie, quelles règles on se donne sur l'usage des données et la manière dont on utilise ces intelligences artificielles. Et là aussi je pense qu'il y a une voie européenne qu'il faut affirmer,
Et il faut qu'on impose, qu'on se donne des règles. Je pense que c'est très important sur la manière dont on va utiliser ces données et sur les technologies qu'on veut mettre en place. Et si on se donne ces règles, nos entreprises européennes qui sont sur notre territoire et qui travailleront avec ces règles seront avantagées sur notre marché européen par rapport à des acteurs qui arrivent avec des modèles un peu différents parce que dans leur pays, les règlements ne sont pas les mêmes. Mais je crois que c'est une magnifique conclusion que vous venez de nous faire, là, parce que elle est pleine d'espoir et d'objectifs aussi pour pouvoir assurer ou développer, garantir ou retrouver cette souveraineté dont on parle, qui n'est pas simple à acquérir, et je crois que vous l'avez très bien expliqué, je vous en remercie. Et puis aussi, on voit quand même qu'il y a toujours des possibilités, que rien n'est perdu, comme dirait l'autre, et qu'on peut encore gagner. Et si vous permettez, pour conclure, je pense que ce qui est important aussi, c'est que les entreprises françaises et européennes se saisissent du sujet, en prennent conscience et décident de travailler ensemble pour proposer et construire des solutions. Et c'est le but de cette association que vous évoquiez au début, donc, dont je suis le délégué général, donc, qui s'appelle le GINUM. Oui. Et le GINUM, en fait, sa raison d'être, c'est de travailler au profit d'un numérique souverain et responsable pour les secteurs de la défense, de la sécurité et des enjeux d'importance vitale. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a lancé au niveau de la France. On veut le porter le plus rapidement possible à l'échelon européen, puisque on l'a bien vu au travers de notre débat, ces enjeux de souveraineté numérique, ils sont européens. Et voilà, et on veut être force de proposition pour dire, voilà, nous, les industriels, des entreprises de toute taille, on réfléchit ensemble et on pense que on vous propose de faire cela pour qu'il y ait finalement une industrie du numérique souverain européen qui puisse s'émerger et qui puisse se développer. Et ça passe par plein de choses, ça passe par la formation. Ça passe par la limitation de la dépendance aux approvisionnements et aux composants venant de pays extra-communautaires. Et puis ça passe par le fait, d'une manière ou d'une autre, de faciliter l'accès au grand marché européen à des acteurs qui respectent ces règles de souveraineté. Donc souhaitons que votre association puisse progresser, faire progresser l'ensemble dans l'intérêt général. Et merci de m'avoir permis de partager vos idées, votre vision sur ce sujet à la fois complexe mais essentiel pour nous dans l'avenir. Écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous. Eh bien écoutez, encore un sujet effectivement passionnant. Nous allons suivre ça de très près. Vous serez certainement réinvités. Et je donne rendez-vous à toutes les personnes derrière leur écran et leur smartphone pour suivre openboxtv.fr, notre émission. Merci. Au revoir. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.